Bonjour tout le monde et bienvenue pour un nouvel épisode des Indiscrets sur le média, votre rendez-vous hebdomadaire politique avec Nils Wilke. C'est le monsieur off du média et tous les vendredis, il nous offre les indiscrétions du monde politique et médiatique et décrypte l'actualité. Au sommaire de cette émission, qui veut tuer Mélenchon à gauche avant 2027 ? Les candidatures se multiplient pour faire tomber LFI. Enquête. La gauche fait plier le gouvernement sur la loi Yadan. On vous raconte les coulisses de ce nouveau recul de l'exécutif, enfin en apparence. Et c'est maintenant parti pour les indiscrets. Bonjour Nils. Bonjour, salut à toutes et à tous. Alors tu as une grande annonce à nous faire aujourd'hui. Tout à fait, musique. Eh oui, sociaux, françaises, français, j'ai décidé de me présenter à la présidence de la République. Moi je plaisante, mais avouez qu'à gauche, il y a de quoi s'interroger. Mardi, c'est Bernard Cazeneuve qui a annoncé qu'il allait se présenter en 2027. Voilà, donc une candidature qui nous met tous en joie et en allégresse et qui va sans nul doute faire se lever le peuple de gauche, Cyril. Lundi, la gauche anti-LFI s'est retrouvée en Bretagne à Liffré. Mais oui, dis donc, regardez, ils étaient eux aussi en joie. Voilà, sauf qu'à part leur haine de la France insoumise, tout ce petit monde n'a pas grand-chose en commun. Et d'ailleurs, Raquel Garrido s'est empressée de prier Papy Hollande de laisser sa place aux plus jeunes. Voilà ce qu'elle a déclaré. Votre responsabilité, c'est de construire l'après comme Jean-Luc Mélenchon. Hollande a déçu car il a gouverné et Mélenchon a réussi l'exploit de décevoir sans avoir gouverné. 2027 n'est pas votre année. Voilà l'adresse de Raquel Garrido à Liffré ce 27 avril. Alors réponse de Papy Hollande par la suite aux journalistes. Moi au moins j'ai gagné la présidentielle, pas Mélenchon. Voilà, donc il était un peu vexé Papy Hollande. Ambiance en tout cas. Et puis il y a eu aussi le moment cocasse de la photo de famille où l'on voit la bobine de Hollande s'étaler au premier plan. Alors un député PS me dit bah oui, Hollande s'est placé devant Glucksmann au point de totalement l'effacer. C'est plutôt bien joué de sa part. Bon, alors en réalité, si Hollande se retrouve au premier plan, eh bien, figure-toi que c'est que personne ne voulait vraiment apparaître à ses côtés, dis donc, tant l'ex-président reste radioactif pour une partie de la gauche, et c'est pas les sociaux, effectivement, qui vont nous le reprocher. Glucksmann et Jadot se tiennent prudemment en retrait, d'ailleurs, et vous ne voyez pas Carole Delga, eh bien, c'est normal, elle a carrément séché la petite photo de groupe, pas folle, la guêpe. Alors, la journée n'aurait pas été complète à gauche sans un petit drama, comme elle en a le secret, le banquier Pigasse, propriétaire de Radio Nova notamment, et qui était invité à cette petite virée, qui lui aussi lorgne d'ailleurs sur 2027, on en avait parlé dans une précédente émission, a accusé Glucksmann d'avoir fui un débat, ce que ce dernier réfute en expliquant avoir eu un train à prendre. Alors un participant que j'ai contacté me dit bah oui, il fait même pas semblant de s'inventer une excuse plus plausible. C'est vrai que bon, c'est pas très véridique. Alors Gluglu, lui, il a un programme plutôt chargé puisqu'il devrait faire paraître un livre et tenir un grand meeting au dock d'Aubervilliers le 13 juin. Alors je sais pas si on a prévu de l'inviter sur l'un de nos fauteuils, Cyril, pour une interview choc. Peut-être. En tout cas, voilà, Glucksmann n'a pas renoncé à apparaître dans les médias. Et voilà, on est tous très contents. La gauche anti-LFI unie contre Mélenchon, mais chacun de son côté, Nils. Oui, d'ailleurs, François Hollande, lui, continue de croire en sa bonne étoile. Un député PS me dit « François Hollande, il commence sa journée à 8h, il la termine à 22h ou 23h, c'est selon chez lui, tout est pensé, organisé, planifié. Glucksmann fait brouillon à côté, il y a quand même une différence d'épaisseur politique et intellectuelle, c'est ce que m'explique ma source au PS. On avait dit pas le physique, il y a aussi une petite dissemblance physique, c'est pas moi qui vais le critiquer. En tout cas, plus sérieusement, c'est quand même la tactique bien connue de François Hollande, jouer sur le contraste générationnel, ne jamais s'exposer, mais laisser les autres monter au front et prendre des coups. Et d'ailleurs, les proches de François Hollande ont fondé Démocratie 2030, tout un programme, en fait, une organisation pour financer une future campagne pour 2027. C'est ce qu'a révélé Le Point la semaine dernière. Alors, son trésorier de cette association, c'est Éric Basset, marin, producteur musical, son ami de 30 ans. Il est rejoint par l'entrepreneur Stéphane Distinguin, qui est bien connu dans le petit monde du numérique. Il y a aussi Philippe Buisson, le maire de Libourne, et l'ex-députée Émilie Cariou, une ancienne tranchefuse du macronisme, qui vient compléter ce casting hétéroclite. Décidément, le fric, c'est chic. Le 14 avril dernier, Glucksmann et Jean-Noël Barrot sont réunis autour d'une table de bistrot à l'invitation du député MoDem Richard Ramos.
Et oui, un bon dîner au sein de la prestigieuse école de gastronomie Ferrandi, hein, soutenir les élèves et s'en mettre plein la panse. Au menu, des discussions sur l'Europe, les États-Unis bien sûr, mais aussi une très belle déclaration d'amour de Glucksmann au patronat. Pour Raphaël Glucksmann, hein, la France produit trop peu, il faut que les Français travaillent plus longtemps, il veut aussi plus de fermeté sur les personnes sous OQTF. C'est un discours de droite au fond, voilà, c'est ce que résumait un parlementaire modem à qui je me suis adressé pour préparer cette émission. Et donc on peut traduire que Glucksmann, comme Hollande et Cazeneuve, sont moins préoccupés par les électeurs de gauche que ceux du centre qui sont passés chez Macron en 2017. Voilà, c'est pas une révélation éclatante, mais il y a effectivement déjà des macronistes qui ont rejoint Glucksmann, comme Sacha Houlié, qui avait cofondé les Jeunes avec Macron, ou encore Aurélien Rousseau, l'ancien DIRCA, puis ministre de la Santé d'Elisabeth Borne, hein. Des contacts sont aussi établis avec Agnès Pannier-Runacher, selon mes informations. Bernard Cazeneuve, de son côté, compte dans ses maigres effectifs l'ex-macroniste Stella Dupont et les députés Éric Botrel et Lionel Cos, qui sont toujours chez Renaissance, mais qui ont pris leur distance. Au PS, il y a aussi Jérôme Guedj, qui souhaite incarner le courage de la nuance, le nom de son micro-parti, pour représenter, je cite, une gauche républicaine, universaliste et laïque. Et puis dans la galaxie écolo, il faut aussi compter Clémentine Autain, qui répète fréquemment qu'elle veut être candidate en 2027. Regardez, tiens. Je pense que la personnalité qui gagnera cette primaire se situe au cœur de la gauche. Et je suis au cœur de la gauche. Ah oui, donc vous échappez à la question, là. Vous ne me dites pas, oui, je suis prête à soutenir un socialiste. J'ai à cœur de vouloir représenter l'ensemble, sa cohérence, dans le respect de la diversité que nous représentons. Vous savez, c'est pas évident. J'ai toujours dit que je serais candidate s'il y a une primaire pour désigner notre candidature à la présidentielle. Alors, vous êtes candidate à la présidence de la République, vous confirmez et vous assumez, on est bien d'accord, hein ? Vous êtes candidate à la présidence de la République. Je suis candidate à la candidature dans le cadre d'un rassemblement. Oui, j'assume pour être candidate à la présidence de la République. Voilà, elle le répète très souvent. Tous ces candidats ont un point commun, Nils, leur programme semble être de tirer à boulet rouge sur les insoumis. Et oui, regardez ce qu'a dit Marine Tondelier, c'était le 26 avril. Cimetière, ça veut dire que vous ne pensez pas que tout le monde est mort à gauche. Ça veut dire que vous ne pensez pas que Jean-Luc... Il y a un roi du cimetière qui ne sert à rien puisqu'on est tous morts, qui sera Jean-Luc Mélenchon. Et vous dites le roi du cimetière, c'est ceux qui n'ont pas envie d'arriver là. Ça veut dire qu'il ne pourra jamais gagner, à vos yeux, Jean-Luc Mélenchon? C'est assez manifeste. C'est assez manifeste. Bref, si on résume, c'est de la faute à Mélenchon. Hein. Si la gauche est dans les choux depuis 2017, ça ne fait jamais que 10 ans. À noter que les initiatives de ces anti-LFI n'ont pour le moment pas soulevé les foules, comme l'ont noté nos confrères du HuffPost cette semaine. Voilà, il a fallu 9 jours à Glucksmann, Vallot et Jadot pour réunir péniblement 14 754 signatures à leur splendide manifeste Construire 2027. Alors franchement, je suis allé voir, j'ai rien compris, à part qu'effectivement, ils étaient contre la France insoumise. Alors, c'est pas franchement un démarrage en fanfare, à ironiser Libé, tandis que le Huff, lui, parle carrément d'un flop. Alors, il paraît que l'union fait la force, Cyril. Eh bien, en tout cas, pour ce petit monde-là, c'est pas encore prouvé. Et ce n'est pas fini, les réjouissances. Tout ce petit monde va se retrouver le 5 mai à la Bellevilloise, dis donc, une initiative du Front Populaire 2027 avec les leaders de la gauche, hors LFI, donc comme Tondelier, Faure et les prétendants à la primaire, Ruffin, Autain, etc., la petite bande habituelle. Pas sûr que cela suffise à faire rêver le peuple de gauche pour la candidature suprême à venir. Affaire à suivre, effectivement. On passe à notre second sujet, Nils. Le gouvernement recule sur la proposition de loi Yadan. Alors, officiellement, ce n'est pas un recul. C'est une discussion, selon le gouvernement. Je ne prendrai pas ce chiffre pour dire que c'est un échec. Ça n'a pas marché. Voilà, alors il faut quand même dire les choses, les macronistes ont bien battu en retraite en retirant la proposition de loi Yadan, c'était le 16 avril, devant l'indignation et une mobilisation croissante de la classe politique et de la société civile. On en a largement parlé sur cette chaîne. Sous prétexte de lutter contre les formes renouvelées de l'antisémitisme, ce texte faisait un amalgame délibéré entre l'antisémitisme et l'antisionisme. Et la créatrice du texte, Caroline Yadan, est par ailleurs une soutien indéfectible de l'État d'Israël. Elle s'est même mise en retrait du groupe macroniste à l'Assemblée après que Macron a reconnu l'État de Palestine. Alors le texte, lui, il est considéré comme dangereux pour les libertés publiques par de nombreux politiciens de tous bords.
et il suscitait donc des réserves assez légitimes, y compris au sein du bloc central, donc effectivement les soutiens du gouvernement. Et si cette loi avait été adoptée, tout soutien à la cause palestinienne, c'était une peine de prison et une amende pouvant atteindre jusqu'à 75 000 €. Voilà, ça fait cher la liberté d'expression. Le texte créait aussi un nouveau délit, celui de négation d'un État et d'apologie de sa destruction. Et ses opposants estiment qu'il pouvait entretenir un amalgame dangereux entre les Juifs et Israël. Mais comme les macronistes ne s'avouent jamais vaincus, et oui, ils ont quand même ce talent de transformer le plomb en or ou encore une défaite en victoire, ce retrait n'était que tactique. Le gouvernement a annoncé son intention de soutenir le texte en déposant son propre projet de loi et a proposé au groupe parlementaire de négocier. Alors, fallait-il y aller ou pas ? La France Insoumise, par exemple, a finalement accepté la proposition du gouvernement. Mathilde Panot s'en est expliquée, regardez. Et donc, nous n'avons pas changé d'avis. C'est juste qu'au départ, et peut-être est-ce là la question qui est posée. Tout à l'heure, en conférence des présidents, je trouvais ça assez drôle de voir le président de la commission des lois expliquer qu'il n'était pas nécessaire d'avoir la pétition contre la loi Yadan à l'intérieur de l'hémicycle, puisque la loi Yadan n'était plus, et que la ministre Berger avait expliqué que ce serait une loi totalement différente. Or, vous remarquerez que Mme Yadan ne dit pas cela. Elle dit que c'est une victoire parce que ça sera repris directement par le gouvernement. Donc il y a là un petit hiatus sur ce qui est dit par les uns et les autres, et je crois que c'est eux qui ont un problème sur ce qu'ils sont en train de faire. Et en tout cas, s'il s'agit de nouveau d'assimiler les Juifs et les Juifs de France à la politique génocidaire de Netanyahou, eh bien évidemment, nous combattrons cette loi pied à pied. Voilà, donc hier, Cyril, les groupes parlementaires se sont rendus à cette petite réunion avec Aurore Berger à son ministère pour discuter des contours de cette loi. Notez que chaque camp a voulu garder la face. Aurore Berger s'est empressée de raconter aux médias que LFI ne voulait pas participer à la réunion au départ. LFI a assuré au contraire qu'il s'agissait d'une victoire de se rendre dans son ministère. Et du côté macroniste notamment, on fait courir le bruit que si la formation de Mélenchon a accepté ces négociations, c'est surtout pour se refaire une santé auprès de l'électorat juif français, échaudé par les multiples polémiques autour de LFI sur l'antisémitisme. Aurore Berger en a d'ailleurs reglissé une couche, l'air de rien, lors d'une interview sur RTL mardi. Écoutez. Mon objectif, il n'est pas d'enflammer le débat public, il est au contraire de rassembler et de démontrer qu'on peut le faire et qu'on sait le faire en France. Sauf que si on relit certaines de vos déclarations, on se dit que consulter LFI pour lutter contre l'antisémitisme, ça revient un peu à demander des conseils de santé aux responsables du funérarium. Je vous lis, Assemblée nationale l'an dernier, le nouvel antisémitisme en France tient en 3 lettres LFI. Jean-Luc Mélenchon et le Jean-Marie Le Pen d'aujourd'hui. Ou encore, toujours dans votre bouche, LFI donne un permis aux Français de pouvoir être antisémites. Du coup, la France insoumise que vous décrivez telle qu'elle, est-elle à sa place autour de la table ou est-ce que vous regrettez vos propos aujourd'hui ? Je regrette certainement pas mes propos. Ce que je regrette, encore aujourd'hui ? Bien sûr. Ce que je regrette, c'est que malheureusement, on est un parti politique qui a cherché à attiser l'antisémitisme dans notre pays. Voilà, d'ailleurs, le député Léo Mans, qui représentait la France insoumise à cette petite réunion, n'a pas manqué de le faire savoir. Regardez. Et d'ailleurs, le média était sur place pour suivre ce premier round de négociations. La question de la lutte contre le racisme et l'antisémitisme est évidemment au cœur du programme de la France insoumise, que je commence par dire mon soutien aux personnes qui en sont victimes et qui parfois ont l'impression que ce sujet n'est pas assez traité dans la sphère publique ou même qu'il est alimenté par un certain nombre de responsables politiques ou de médias qui diffusent des propos racistes. Alors, cela étant dit, Cyril, la réunion s'est très bien passée selon un participant. Chacun a fait un effort pour rester calme. Il n'y a pas eu effectivement de bronca ou de sursaut. C'était feutré, comme souvent dans les réunions ministérielles. C'est ce qu'ajoute une source parlementaire. Antoine Léaumont, notamment, a pu présenter les propositions de la France insoumise, m'explique l'un de ses proches. Voilà, c'est bien le moins. On l'écoute d'ailleurs faire un petit résumé de cette rencontre. Je suis satisfait de voir que l'idée est désormais de lutter contre toutes les formes de racisme. Satisfait de voir aussi qu'il y a des propositions que nous avons formulées qui semblent pouvoir être retenues. Maintenant, si c'est pour recopier ou refaire un projet de loi Yadan bis, pour nous, ce sera non. A priori, c'est pas ce dont il s'agit. Et du côté des écolos, qu'est-ce qu'il en est, Nils ? Sandrine Rousseau représentait son parti. Elle s'est interrogée sur l'opportunité d'un nouveau texte, à l'image de beaucoup de ses camarades, alors que les lois existantes, comme elle dit, permettent déjà de condamner tous les actes d'antisémitisme. Du côté de la droite, c'était le sénateur LR, Francis Spinzer, l'ennemi bien connu de Rachida Dati, qui était présent pour représenter son parti. Il a convenu que le texte avait des problèmes de forme, tout en profitant pour tacler la France insoumise. Évidemment, c'est un peu le jeu national. Regardez. Pourquoi l'antisémitisme, dont je rappelle que certaines forces politiques disaient qu'il était résiduel,
pourquoi l'antisémitisme a grossi et grandi en France. Une partie de cet antisémitisme est un antisémitisme qui a muté, qui est né tout simplement de l'exploitation éhontée par certaines forces politiques de ce qui se passe au Moyen-Orient. Donc les macronistes n'ont rien laissé au hasard. Oui, le texte va revenir, mais pas à l'Assemblée, dis donc, au Sénat, cette fois. Bah oui, largement dominé par la droite, c'est quand même plus pratique. Et d'ailleurs, Aurore Berger ne s'en cache même pas. On a choisi une première lecture au Sénat, car ce n'est pas le même climat politique qu'à l'Assemblée, et on pourra trouver un consensus sur le sujet. Elle a admis ça devant les journalistes. Je veux vraiment noter j'ai senti l'envie dans l'ensemble des groupes du Sénat et de l'Assemblée de travailler sur un phénomène qui est gravissime, évidemment, c'est l'explosion des actes antisémites en France. L'ensemble des groupes, du RN à LFI. Oui, enfin, je suis pas porte-parole de l'ensemble des groupes, mais en tout cas, il y a eu un climat plutôt apaisé et un constat commun du fait que faut-il une nouvelle loi ou pas de nouvelle loi? Ça, c'était la discussion qu'il y a eu. Nous pensons qu'il faut une nouvelle loi, mais en tout cas que les actes antisémites ne font qu'exploser, qu'il faut une réponse. Il y a un autre enjeu pour le gouvernement Lecornu, c'est celui de la crédibilité, car il a enchaîné les revers à l'Assemblée ce dernier mois, en avril, sur fond notamment de désaccord avec Gabriel Attal, dont le groupe est pourtant censé être l'un de ses soutiens. Jugé plutôt recul sur la proposition de loi élargissant le travail le 1er mai, même si effectivement le gouvernement a présenté son propre projet de loi effectivement pour le 1er mai ce mercredi matin en Conseil des ministres, retrait de celle sur la lutte contre l'antisémitisme, on en parle en ce moment, ou rejet de la loi sur la réforme de l'assurance chômage. Ça fait beaucoup de gamelles, le tout avec l'aimable participation de Gabi, ce qui fait dire à un cadre Renaissance, Lecornu veut éviter tous les sujets qui menacent son maintien à Matignon, tandis que Attal est déjà en campagne et se fiche que Lecornu reste en poste. C'est comme tenter de conduire deux chevaux qui prennent deux directions différentes. Voilà, donc impossible de les contrôler tous les deux. Et donc forcément, c'est un peu le bazar au sein du bloc présidentiel. Alors, la demande de Lecornu d'introduire un peu de méthode cette semaine dans les débats à l'Assemblée a fait un bide au sein de son propre camp. Député Renaissance me dit « c'est le Parlement qui est souverain pour décider de l'organisation de ces débats ». Le Premier ministre sort de son rôle. Avec des amis pareils, pas besoin d'ennemis. Notez d'ailleurs que pour une fois, les macronistes s'intéressent à la démocratie parlementaire, eux qui ont quand même gouverné à coup de 49-3 pendant plusieurs années et qui ont profité de leur majorité pour écraser effectivement tous leurs adversaires. Ça change. En tout cas, pour revenir à la loi Yadan, les différents groupes politiques se sont au moins accordés sur un point. Ils s'interrogent tous sur les moyens alloués à ce nouveau texte. Regardez. Là où on reste un peu sur notre fin, c'est qu'on a très peu parlé de la question des moyens, on a très peu parlé du bilan de la ministre elle-même, puisque je rappelle quand même qu'elle a commencé son ministère par faire une campagne qui visait à lutter contre l'antisémitisme avec des affiches qui mettaient en énorme des insultes antisémites et que donc cette campagne avait fort heureusement été retirée. Sur l'ensemble des discriminations, on est un peu toujours sur le même sujet, c'est-à-dire que l'arsenal juridique existe. Simplement, il n'est pas suffisamment appliqué et il n'est pas suffisamment, il n'est pas suffisamment saisi par les victimes. Donc en fait, tout le volet prévention, tout le volet recensement systématique, tout le volet accompagnement des victimes, tout le volet indemnisation devrait largement devrait occuper une place importante de la politique de lutte contre les actes antisémites et les propos antisémites. Et oui, tous ceux qui ont occupé une fonction dans un exécutif local ou national le savent, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Il faut former les agents pour recevoir les plaintes, etc. Et tout ça ne s'improvise pas. Idem, effectivement, pour organiser des formations ou pour faire de la prévention. Sinon, ce texte ne sera qu'une nouvelle loi liberticide dont le but initial pourra être détourné. Merci beaucoup Nils pour ces coulisses complètes. On va suivre ces débats. Et n'oubliez pas, chers téléspectateurs, le média peut filmer tout ça. C'est grâce à votre soutien. Et d'ailleurs, nous sommes actuellement dans une campagne car nous sommes candidats pour la TNT Île-de-France. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur tnt.lemediatv.fr. Nous avons besoin de vous si on veut contrer l'agenda des milliardaires. La télé que nous sommes en train de faire, c'est aussi la vôtre. Donc n'hésitez pas à nous soutenir. Merci beaucoup Nils et on se retrouve la semaine prochaine. À bientôt à toutes et à tous, à la semaine prochaine avec plaisir.